On ouvre ce 21-23, je vous le disais dans les titres, avec ce sondage qui fait beaucoup parler aujourd'hui, un sondage de l'IFOP sur les musulmans en France et l'islam de France. On va en parler, je vous le disais, sans tabou, mais sans caricature non plus. Avec vous, Malik Bézou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, spécialiste de l'islam de France et de l'islamisme. Tariq Yildiz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et essayiste, auteur de La fatigue d'être soi au prêt-à-croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste. C'est aux éditions du Puy de Roule. Et puis nous serons également en visio avec Nicolas Cadenne, bonsoir, cofondateur de l'organisme La Vigie de la laïcité. Vous êtes ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Et nous serons également par visio avec Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Alors, on va voir dans quelques instants les détails de ce sondage, de cette enquête. Mais juste avant, sans forcément qu'on aille trop dans les chiffres, j'avais envie de vous demander à vous quatre, dans une réaction courte à vous quatre, est-ce que, et je sais qu'il y a souvent ce débat en France, est-ce qu'il faut faire ce type de sondage ? On sait que c'est toujours sensible, polémique. Je vous posais cette question parce que, je le dis souvent sur ce plateau, moi j'ai vécu 10 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis, où il n'y a aucun problème pour faire des sondages, des études, même des statistiques ethniques. En France, tout ça est plus compliqué. Est-ce que ces sondages-là, est-ce que ce sondage de l'IFOP, par exemple, vous met mal à l'aise, vous choque, ou au contraire, vous dites, mais oui, il faut qu'on ait des données chiffrées, il faut qu'on en parle, Malik Bézou. En fait, je dirais que faire des sondages, oui. C'est très bien. Mesurer, observer, quantifier des phénomènes, c'est nécessaire. Mais comment dirais-je, le revers, le souci, c'est que si on donne l'impression de faire trop de sondages visant une communauté en particulier, on risque de créer, un sentiment de stigmatisation, et ça, c'est problématique. Donc, il faut être prudent. Les sondages sont nécessaires parce qu'on a besoin de quantifier, d'analyser, d'expliquer. Mais attention, à un focus trop important, trop intense, qui donnerait l'impression de mettre vraiment le curseur, enfin, en tout cas, la loupe uniquement sur une partie de la... De stigmatiser une population, c'est ce que vous nous dites. Nicolas Cadenne, et puis je continuerai sur vous quatre. Nicolas Cadenne, faire ce type de sondage, pour vous, est-ce que c'est important pour la République, pour la société française ? Écoutez, ça pourrait l'être quand c'est bien fait, mais c'est pas toujours bien fait. En l'occurrence, c'est souvent l'IFOP qui fait des sondages sur l'islam et la méthodologie peut être parfois contestée. Ici, en l'espèce, il y a plusieurs biais. Bon, outre que l'échantillon n'est pas très large, il y a des biais dans des questions ou des absences de définition avant de porter les questions. Il y a notamment la notion d'islamisme qui est très vague. Et ensuite, il y a un échantillon qui n'est pas précisé, mais vous avez pas que des Français dans cet échantillon, ce sont toutes les personnes. C'est 1000 personnes, on va le voir dans quelques secondes. Qui se disent de confession musulmane, mais qui sont donc pas forcément françaises. En gros, puisqu'on a peu de temps, quand vous regardez en détail le sondage, il y a une surreprésentation de ceux qui vont assumer fortement une pratique religieuse assez courante, assez forte. Après, il y a d'autres difficultés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, on va avoir le temps d'en parler. Tariq Yildiz. Oui, moi honnêtement, ça ne me choque absolument pas, mais effectivement, je pense qu'il faut être assez vigilant d'un point de vue méthodologique. C'est très important, c'est-à-dire que c'est pas une étude sociologique, il faut le savoir. Maintenant, ça peut donner des indications. Mais pour reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a des biais méthodologiques, mais je pense que ça existe pour tous les sondages. Alors c'est vrai que comme c'est un sujet sensible, c'est d'autant plus difficile, et il faut être très vigilant. Mais on a ce phénomène-là partout. Il ne faut jamais prendre un sondage pour argent comptant. Il faut essayer de voir les évolutions, voir si on a posé les mêmes questions à intervalles réguliers pour voir si on peut comparer des choses comparables. Je rejoins aussi ce qui a été dit sur les problèmes de définition, sur la manière de poser les questions. Bourdieu en a parlé en son temps. Et effectivement, ça pose un certain nombre de difficultés, mais je pense qu'il ne faut pas se priver d'un outil qui existe et qu'il faut savoir utiliser. Bon, on va le voir en détail, justement. Dernière réaction, Tarek Oubrou. Est-ce que vous, pareil, est-ce que vous êtes pour ces sondages qui éclairent une partie de la réalité, mais avec les limites qu'on vient de dire, peut-être ? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les remarques précédentes sur la méthodologie, la définition sémantique des vocables utilisés, la typologie ou bien les typologies des questions posées,
Et puis l'échantillon contient, comme il a été dit tout à l'heure, contient des musulmans français et des musulmans étrangers. Quelle que soit l'objectivité de l'approche du sondage, il s'agit de chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des réalités toujours complexes dès qu'il s'agit de l'humain. On ne peut pas mettre l'humain dans des équations, sachant que l'ectogramme de l'être humain est imprévisible et complexe par nature. Le problème, c'est dans l'analyse et l'interprétation des résultats des sondages, quelle que soit la précision du sondage en question. Eh bien, justement. Alors, vous restez avec nous tous les quatre. On va en parler parce qu'autant informer nos téléspectateurs et qu'ils sachent de quoi on parle. Mathilde Moreau, je vous retrouve ici justement. Alors, on va faire le point avec vous sur donc, ce sondage. On a dit réalisé par l'IFOP, c'est pour le magazine Écran de veille. Donc, un sondage plutôt sensible, on vient d'en parler, qui évoque le rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Tout d'abord, Mathilde, quel est le poids de l'islam aujourd'hui en France ? Alors, ce qui a été fait dans cette étude, notamment cette première question. Quelle est votre religion, si vous en avez une ? C'est ce qui a été posé à des milliers de personnes présentes sur le sol français. 7% ont répondu être de religion musulmane. C'est un tout petit peu plus qu'en 2016, où la part était de 5,5%, mais cela reste relativement stable, tout comme la part de la religion catholique, où 43% se disent de religion catholique, et de personnes qui se disent sans religion, où là, eh bien, on était à plus de 37%. Alors, le principal enseignement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cette page ce soir, Mathilde, c'est que on voit qu'il y a presque un conflit de génération, puisque la pratique de la religion musulmane est plus affirmée aujourd'hui chez les jeunes. Oui, plus affirmée chez les jeunes, et au contraire, chez les moins jeunes, les plus de 50 ans, là, elle diminue. On va le voir notamment avec la pratique de la prière. En 1989, un quart des jeunes des 15-24 ans déclaraient avoir prié une fois par jour. Et on peut voir cette augmentation, cette courbe. Aujourd'hui, c'est 2 jeunes sur 3 qui déclarent prier au moins une fois par jour, donc chaque jour hors office religieux. Au contraire, à l'inverse, on voit cette courbe chez les plus de 50 ans où ils étaient 80% en 1989. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 sur 2 qui déclarent prier au moins une fois par jour. On va prendre un autre exemple, cette fois-ci, le port du voile chez les femmes musulmanes. On peut le voir aujourd'hui, chez les 18-24 ans, près d'1 sur 2 déclarent porter le voile, contre chez les plus de 50 ans, où seulement 16% déclarent porter le voile. Là encore, on peut le voir, à l'inverse, il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt l'inverse, 16% seulement chez les jeunes, et chez les plus âgés, où là, c'était 35% qui déclaraient porter le voile. Alors, il y a d'autres indicateurs, d'autres éléments du sondage très intéressants aussi. C'est le rapport des jeunes vis-à-vis de la science et des lois françaises, des lois de la République. Tout à fait. On va partir d'abord sur les lois françaises. Il leur a été posé cette question précise. Sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous deviez choisir entre les lois françaises et les règles de la religion ? Ils ont été à près de 44%. Indiqué qu'ils choisiraient les règles de l'islam. Mais la part est plus importante, c'est même une majorité chez les 15-24 ans qui choisiraient les règles de l'islam dans ces cas précis évoqués dans la question. On va parler également donc du rapport à la science et notamment de la création du monde, cette notion de la création du monde. Là, la question était, lorsque la religion et la science s'opposent sur la question de la création du monde, d'après vous, le plus souvent, qui a raison ? Ils sont plus de 60% à penser que c'est plutôt la religion qui a raison face à la science. Et là encore, la part des jeunes est beaucoup plus importante. C'est 4 jeunes sur 5 qui pensent que c'est plutôt la religion qui a raison sur cette question de la création du monde. Merci Mathilde. On va retourner en débattre justement avec tous nos invités. En tout cas, c'est vrai que c'est très impressionnant et encore une fois, on a fait cette page-là ce soir, notamment par rapport à cette différence générationnelle. Comment on l'explique ? Et je sais justement, Malik Bézou, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, même vous-même, dans plusieurs de vos ouvrages, vous racontez votre propre parcours personnel où vous avez évolué entre le moment où vous étiez, je disais vous étiez jeune, jeune en Algérie, en France. Par les frères musulmans. C'était en France. C'était en France, oui. Voilà. Et vous avez vous avez grandi en Algérie ? Non, pas du tout. Je suis né et j'ai grandi en France. Voilà, vous êtes né, vous avez grandi en France, et donc votre parcours aussi, et j'allais dire, et cette route-là, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'un jeune musulman, peut-être à un certain âge, pense comme ça, et puis qu'est-ce qui fait que les années, finalement, le changent ?
En tout cas, pour parler de mon histoire en quelques mots, oui, étant jeune, comment dirais-je, je suis devenu une espèce de born again de l'islam. L'islam a été transmis par nos parents, mais c'était un islam, comment dirais-je, très, très discret, c'est l'islam des années 40, 50, etc. Et étudiant, j'ai été convaincu de la force, de la véracité de cette religion, très bien, jusque-là. Et puis, dans ma trajectoire, dans mes rencontres, j'ai rencontré des gens proches, frères musulmans. Et j'ai été happé par cette organisation-là. J'y suis resté 3 ans, le temps d'être formé. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mon univers. J'ai craqué, je suis parti, j'ai fait une dépression, j'ai dû suivre une thérapie. Et puis 1 an et demi après, j'ai tourné la page à tout ça. Et puis j'ai relu les textes, etc. Et puis j'ai évolué vers un islam beaucoup plus mystique, beaucoup plus de tendance soufie et rationaliste. Qu'est-ce qui vous avait séduit à ce moment-là, quand vous étiez plus jeune? Quand on est jeune, vous savez, il y avait... je me retrouvais... Il y avait la question de Dieu, fondamentalement. Ça, et puis, ce message, il y avait ce côté aussi, en tout cas chez les frères musulmans, il y a un discours, j'allais dire, révolutionnaire, changer le monde. Il y avait ça en moi. Changer le monde, rendre le monde meilleur, et j'étais convaincu que le chemin de Dieu nous permet d'améliorer l'état du monde. C'était vraiment ça l'objectif. J'avais cette conviction-là. J'étais, oui, révolutionnaire en quelque sorte. L'islam, comme d'autres, embrassait peut-être l'extrême gauche, parce que ça a été évidemment le cas de plein de jeunes dans des années, peut-être encore aujourd'hui, mais notamment dans les années 60-70. Quand on est jeune, oui, on veut refaire le monde. C'est un grand classique. Tout à fait, c'est exactement ça. Tariq Yildiz, ces chiffres, et puis après on va aller demander justement à nos 2 autres invités, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils vous évoquent? Et puis après on va rentrer dans le détail. Moi je crois qu'il y a 2 phénomènes qu'il faut bien distinguer. Il y a la question de la sécularisation de la société ou de la théorie de la sécularisation. Pendant longtemps, les sociologues ont dit, en fait c'est une question de temps, plus on va être dans la modernité, moins on sera religieux. Et là, ce phénomène nous montre que ça n'existe pas, qu'en fait, et d'autres l'avaient écrit, que le désenchantement du monde dont avait parlé Weber, on ne le voit pas, on ne l'observe pas. Et vous voyez, on ne peut pas mettre sur le même plan la pratique du jeûne du Ramadan ou l'abattage halal et l'intransigeance qu'on voit aussi dans ce sondage. C'est-à-dire qu'il y a 2 phénomènes distincts. Et les précautions méthodologiques, il faut bien les avoir, mais je pense qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux sur ce qu'on voit. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Pas de tabou, pas de caricature. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet autour d'une certaine jeunesse musulmane avec une forme d'intransigeance dans un certain nombre de pratiques qui existent. C'est une réalité. Après, les proportions, franchement, on n'est pas dans des chiffres absolus. Et aussi, en parallèle, il y a une résurgence du religieux, de la pratique religieuse, qui est très, très importante à observer, qui ne concerne pas que les musulmans, je tiens à le dire sur ce volet, mais en revanche, l'intransigeance, ça, il y en a chez d'autres, mais quand même, il y a quelque chose d'assez spécifique, et c'est vrai que c'est plutôt cette dimension-là qui peut nous inquiéter. Oui, je disais d'ailleurs, en préparant cette émission, on voyait aussi qu'il y a aussi des phénomènes un peu similaires. Encore une fois, je parle de ce type de mécanisme, y compris avec les jeunes catholiques, par exemple, qui sont aujourd'hui peut-être en quête d'une religion justement plus affirmée que leurs parents. Nicolas Cadenne, ces chiffres que vous inspirent-ils? Et puis encore une fois, après, on va rentrer un peu dans le détail, que ce soit sur la science ou les lois de la République, mais plus généralement, avec les limites de cette étude qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il vous inspire? Alors tout d'abord, il ne m'a pas particulièrement surpris parce qu'on avait déjà, dans une enquête de l'Observatoire de la laïcité, il y a déjà 7 ans, constaté qu'effectivement, il y avait un recours à la religion plus fort de la part des jeunes, effectivement pas que dans l'islam, notamment dans un courant protestant évangélique aussi, où il y a une très forte remontée de ce courant, mais effectivement chez les jeunes musulmans aussi. Ensuite, les causes sont rarement évoquées. Là, on l'a un peu dit, et c'est important d'y revenir. Elles sont en réalité multiples quand on les croise avec effectivement des enquêtes sociologiques comme ça a pu être évoqué. Il y a sans doute
on est dans une situation, de crise multiple où les jeunes ont besoin de repères. Ils ont une peur de l'avenir à tout point de vue. Ils sont dans une crise d'identité dans la mondialisation et d'autant plus lorsqu'ils sont de confession musulmane pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir ensuite. Mais en tous les cas, quand on est dans ces périodes de crise et quand on est dans ces périodes de difficulté de construction de sa propre identité, on a tendance à se replier sur des courants qui vont être beaucoup plus caricaturaux, qui donnent des repères simples face à des questionnements complexes. En plus, on a un culte musulman qui n'est pas toujours bien structuré et qui, du coup, ce qui est d'ailleurs du fait de beaucoup de co-responsables, l'État n'est pas non plus exempt de critiques là-dessus. Enfin bref, en tous les cas, le fait qu'il soit pas toujours bien structuré, je vous coupe juste, Nicolas Cadenne, on va en parler dans quelques instants. On aura un sujet justement là-dessus. Ok, mais juste donc pour dire qu'il est plus perméable et pas imperméable à des thèses et à des ingérences étrangères plus éventuellement rigoristes. Mais en tous les cas, face à cette difficulté de repli de communauté, il faut redonner confiance en la République. Donc ça passe aussi par une offre alternative, par exemple des offres périscolaires publiques, et pour que les jeunes n'aient pas à aller uniquement dans des offres communautaire, religieuse après l'école, par exemple le sentiment d'appartenance à la nation qui doit être renforcé, parce que si on se sent rejeté, à tort ou à raison, si on se sent rejeté par la société, on se replie aussi sur une identité dans laquelle on se retrouve et qui peut être une solidarité de groupe. Donc il y a tout ça à prendre en compte. On ne peut pas être que sur du discours, c'est inacceptable, c'est horrible, il faut tout interdire, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut traiter aussi les causes à la racine. Tarek Oubrou, je vous parle à vous parce que voilà, vous avez vos fidèles tous les jours à Bordeaux. Est-ce que vous voyez ce qu'on vient d'entendre là dans ce sondage, c'est-à-dire une différence tout simplement générationnelle? Est-ce que vous voyez chez vos fidèles plus âgés, j'allais dire un plus grand progressisme, et est-ce que vous sentez chez vos plus jeunes fidèles une vision peut-être plus rigoriste ou en tout cas plus conservatrice de l'islam? Tout d'abord, je tiens à souligner que les musulmans n'habitent pas les mosquées, ils sont dans la société essentiellement. Et donc, ils vivent leur religion dans leur foyer, dans la société, dans leur lieu du travail. Ils sont à l'image d'un monde incertain où il y a beaucoup d'angoisse à cause de l'incertitude de l'avenir. Il y a, comme il a été souligné tout à l'heure, une forme de désécularisation, un retour à l'émotionnel, à l'irrationnel, au spirituel, à l'ésotérisme d'une certaine manière, à cause d'une crise épistémologique des sciences. Aujourd'hui, la mécanique quantique et les théories cosmologiques touchent à la métaphysique, à l'occultisme. Donc il y a également l'affaiblissement de l'État-nation, l'État social. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que la promesse du salut ici et maintenant, promis par le progrès et par l'État-nation, cette promesse n'est pas tenue. Et donc les gens maintenant, ils essaient de chercher d'autres formes de salut. Eh bien, les musulmans sont à l'image de beaucoup de tendances religieuses, les évangéliques, les bouddhistes, etc. Il y a un retour à la spiritualité. Sauf que ce retour aujourd'hui ne se fait pas par la médiation savante, comme au Moyen-Âge. Il y avait toujours la scolastique, il y avait les droits canoniques, il y avait des théories canoniques, il y avait des théories théologiques formalisées dans des cultures bien définies, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment une anarchie religieuse. Les jeunes sont livrés aux réseaux sociaux. Maintenant, c'est à TikTok, c'est à Instagram, YouTube, où nos jeunes cultivent leur religion. Il n'y a pas cette proximité par rapport à un maître qui peut accompagner justement cette expérience spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de sincérité chez beaucoup de jeunes qui cherchent la foi en Dieu, mais sauf qu'il n'y a pas un éclairage de la raison pour gérer cette foi. D'où d'ailleurs des réponses vraiment surprenantes de la part d'un certain nombre de jeunes qui font que, comme si l'islam est contre la science ou bien contre les lois de la République, cela est dû à l'ignorance de la science, l'ignorance de la religion, l'ignorance des lois de la République et l'ignorance de la notion de la charia en tant que telle, qui n'est pas l'application mécanique d'un verset coranique ou bien d'un dire du prophète. La charia, c'est une théorisation de la norme dans un contexte donné.
Alors justement, c'est intéressant ce dont vous avez parlé, Monsieur Oubrou, parce que on va parler, pour prendre l'exemple de la science. Je précise d'ailleurs qu'effectivement un des problèmes effectivement de cette étude, c'est qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. On aurait été intéressé pour avoir un élément de comparaison avec, par exemple, les jeunes catholiques ou les jeunes juifs ou les jeunes bouddhistes, peu importe. Et c'est vrai qu'on manque de cet élément de comparaison. Mais quand même, 80% des jeunes musulmans qui sont en désaccord face à la science, notamment sur l'origine du monde, puisque c'était la question qui était posée. L'imam Oubrou a rappelé, il y a eu de très grands scientifiques musulmans. Le monde arabe et musulman au Moyen-Âge, alors que l'Europe était en plein Moyen-Âge, c'était un peu une époque de lumière pour les sciences, notamment musulmanes. Là, aujourd'hui, 80% des musulmans qui expliquent que Dieu est uniquement à l'origine de la Terre. Et on oublie évidemment, et la science, elle est en accès libre quand même. Il y a TikTok, d'accord, mais enfin, on a accès à la science aujourd'hui. Est-ce que ce rapport à la science est inquiétant ? Je vous pose la question à tous les quatre. Hein, allez-y, prenez la parole. Tariq, allez-y. Pardon. Ouais. Je pense qu'en effet, c'est inquiétant. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Je trouve que c'est inquiétant. En effet, j'aurais bien aimé qu'on puisse comparer les choses avec d'autres types de populations. Mais vous voyez, juste, je me permets de dire que dans ce même sondage, j'ai pris le temps avant de venir ici de le décortiquer un petit peu, il y a autre chose qui m'a un peu rassuré. J'ai vu qu'il y avait 73% des musulmans qui estimaient qu'un musulman avait le droit de rompre avec l'islam, contre 44% à 89%. Vous voyez, ça n'a pas été tellement repris dans les sondages. C'est pas du tout pour minimiser, pour dire bien qu'on sûr. dit ça n'existe pas. À mon avis, ça existe. À mon avis, c'est un énorme sujet. Avoir 40 ans. Mais vous voyez, par exemple, quand on dit est-ce que vous pensez qu'il faut appliquer la charia pour des jeunes gens avec des spécificités sociales, etc., c'est vrai qu'il y a une sorte de réflexe identitaire de dire ouais, bien sûr qu'il faut appliquer la charia. Ça, c'est une question sur est-ce qu'il vaut mieux les lois de la République ou les lois islamiques, mais vous voyez, la charia sur l'héritage, l'abattage halal, c'est ça. Et puis et le mariage. C'est ça. Mais vous voyez, c'est pas exactement la même chose de demander s'il faut appliquer la charia que de dire est-ce que si jamais quelqu'un vole, on veut lui couper la main. Vous voyez, je ne suis pas certain qu'on ait le même taux de réponse. Vous voyez. Mais encore une fois, sans minimiser ça, pour moi, il y a un vrai sujet, il y a un vrai défi dans une certaine jeunesse musulmane qui est en effet, à mon avis, en manque de repères. C'est pas les seuls, mais ça se pose avec d'autant plus de force. C'est une population qui est très jeune dans son ensemble, donc il faut aussi le prendre en compte dans l'analyse qu'on fait parfois de la population musulmane, qui a un niveau socio-économique inférieur à la moyenne générale. C'est aussi à prendre en compte, parce que c'est pas un élément complètement isolé, puis il y a juste l'islam et c'est terminé. Mais il y a aussi le facteur religieux qui joue évidemment. Et ces jeunes gens sont le produit de notre société française. Ils sont allés dans nos écoles, voilà. Et donc, il faut se dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes gens pensent ça ? Vous êtes en train de nous poser la question, qu'est-ce qui a raté ? Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la République a raté dans l'intégration ? Oui, mais je dirais, à la limite, que ce point-là ne me surprend pas, parce que lorsqu'on est croyant, on se place dans le paradigme de la croyance, on considère que, et c'est vrai je pense pour les catholiques, pour avoir pas mal débattu aussi avec des catholiques, que des chrétiens en général, et même des juifs, c'est que lorsqu'on est monothéiste, lorsqu'on croit en un être transcendant, on croit, on est dans la croyance, que c'est ce Dieu qui est à l'origine de l'univers, du Big Bang, etc. D'ailleurs, j'avais lu un article il y a quelques années sur la concordance entre un article écrit par des catholiques, peut-être dans le journal La Croix de mémoire, sur le Big Bang et l'idée de Dieu. Donc, mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent, moi je crois en Dieu, et pourtant je suis scientifique, je sais que l'univers est né il y a 13 milliards d'années avec le Big Bang, et que la Terre a mis 4 milliards et demi à se créer, qu'on descend du singe. Ça ne m'empêche pas de croire en une divinité ou une étincelle divine quelque part. Mais on arrive des scientifiques arrivent à composer avec les deux. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il est important aussi de voir que chez des jeunes, en tout cas ici en France, l'échantillon donc, de jeunes musulmans, il y a très peu de connaissances, il y a très peu on lit de moins en moins, de toute façon, ça c'est général, avec les réseaux sociaux, les tablettes, etc. Les jeunes passent énormément de temps sur ces réseaux sociaux, etc. Vont découvrir l'islam via des influenceurs qui sont en général ultra rigoristes, de tendance salafiste, et ça aussi c'est un gros problème. Aujourd'hui, l'offre
religieuse, théologique en islam, c'est à l'échelle mondiale. C'est essentiellement du salafisme. Les courants soufis, mystiques, peut-être lapsus révélateur, moustiques, parce qu'ils ne sont pas très importants numériquement parlant. Le courant rationaliste, dit mutazilite, ne domine pas. Le courant qui domine, à cause de l'influence du wahhabisme diffusé très massivement dans les années 70-80 par l'Arabie Saoudite et dans les années 60 aussi, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, la théologie dominante, c'est une lecture très rigoriste de l'islam. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui sont ce que j'appelle moi des born again de l'islam, découvrent l'islam dans ce contexte donc aussi de difficultés identitaires, peut-être de sensations, à tort ou à raison, d'être stigmatisés, etc. J'avais lu d'ailleurs un article dans Le Figaro parlant de ce sondage en expliquant qu'on a une montée inquiétante de l'islamisme. Mais le mot islamisme veut rien dire. Est-ce que l'islamisme commence à partir du moment où on a des officines halal? Est-ce que l'islamisme commence à partir du moment où on porte le voile pour une femme? Or, le port du voile a été commandé dès le 8e siècle, dès les premiers siècles de l'islam. Donc, alors que l'islamisme est un phénomène nouveau, typiquement début du 20e siècle, avec l'arrivée des frères musulmans. Donc, il y a des confusions avec ce mot passe-partout qu'est l'islamisme, qui dénote surtout une méconnaissance de la réalité et de la complexité de la question musulmane en France. On va revenir notamment sur cette question dans quelques minutes parce que c'est très important ce que vous venez de dire, Malik Bézou. Nicolas Cadenne, juste pour terminer le débat qu'on avait commencé avec Tariq Hildi sur qu'est-ce qu'on a raté en France. Il parlait de l'éducation, on parlait du rapport à la science. Où est-ce que la République a failli sur l'intégration? Et encore une fois, je suis pas sociologue, je suis pas historien, mais je partageais, je leur disais en début d'émission, j'ai vécu 10 ans au Royaume-Uni, aux États-Unis, où j'ai rencontré beaucoup de musulmans qui se disent fiers d'être britanniques, fiers d'être américains, et qui, en grande majorité, vont dire bien sûr qu'on place les lois de la République des États-Unis, c'est une république. Avant, il y a dans toutes les écoles américaines, il y a tous les matins le Pledge of Allegiance, c'est-à-dire le serment au drapeau américain. Est-ce que, alors certes, on parle du communautarisme anglo-saxon, mais est-ce qu'en France, l'assimilation à la française, est-ce qu'on l'a raté ? Oui, on l'a raté. Enfin, l'intégration a été parfois un peu ratée, si on parle donc des Français de confession musulmane issus de l'immigration. Mais en fait, il y a des Français de confession musulmane qui sont d'ailleurs pas issus de l'immigration ou qui sont là depuis pas mal de générations maintenant. Mais la problématique, effectivement, c'est surtout que il y a une inculture dans la société française en général, pas que chez les Français de confession musulmane, quant aux faits religieux, qui est assez massive. On a souvent une inculture sur sa propre histoire familiale et son histoire religieuse. Et effectivement, on est très facilement attrapable. On est très fragile face à des thèses rigoristes qui disposent de moyens conséquents, ça a été dit, émanant des pays du Golfe, contre lesquels on n'a pas fait grand-chose d'ailleurs, face à un culte musulman qui se trouvait donc dépassé, alors que ces thèses et que l'islam en France n'est pas du tout rigoriste à l'origine. Et donc on a cette génération de jeunes un peu perdus, comme tous les jeunes aujourd'hui, y compris d'autres religions, un peu perdus, qui a peur de l'avenir, on l'a dit, et qui a besoin, face à cette peur-là, qui a besoin de se sentir dans une même communauté nationale. Et là, évidemment, oui, on a loupé le truc, puisqu'effectivement, on a un sentiment d'appartenance qui n'est pas suffisant. À l'école, on ne parle pas suffisamment de toutes les personnalités d'horizons divers et innombrables qui ont participé à l'histoire de notre pays. On parle jamais de l'émir Abdelkader, par exemple, qui a une personnalité de premier plan et qui permet de renforcer le sentiment d'appartenance pour tel ou tel. On pourrait parler pour les Guadeloupéens d'Henri Sidambarom ou de Deo Ventré pour les Thaïlandais, etc. Enfin, ceux qui sont d'origine asiatique, par exemple, qu'importe. Ensuite, il y a aussi cet enseignement laïque des faits religieux qui devrait être développé à l'école et qui ne l'est toujours pas, alors que c'est inscrit au programme scolaire. Partout en Europe, on le pratique. On le fait pas en France, alors que c'est quelque chose qui permet de prendre du recul sur ses propres croyances, convictions, qui permet de comprendre que les croyances et convictions sont d'une grande diversité, qu'au sein même d'une même croyance et religion, on peut avoir une immense diversité de pratiques, et tout cela fait prendre du recul et permet effectivement de faire tomber un certain nombre de préjugés, d'a priori sur la religion de l'autre, mais aussi sur ses propres certitudes. Ensuite, effectivement, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques biais malgré tout sur ce sondage. Typiquement, quand on dit est-ce que vous êtes plus sur
sur la loi de la religion ou la loi de la République pour l'abattage rituel, ça me paraît logique qu'il parle de la religion. Il y a des trucs un petit peu pareil. On peut pas mettre en confrontation la science et la religion. Ça a été dit, c'est deux choses tout à fait complémentaires. La science apprend le comment et la religion donne un sens pour ceux qui sont croyants. C'est des choses très différentes. Vous l'avez dit vous-même, on peut se dire de l'un et l'autre en même temps. Donc tout ça est quand même un petit peu à relativiser, même si effectivement ça a été dit aussi, il faut pas nier qu'il y a un repli et qu'il y a une volonté de la part de certains jeunes d'avoir des repères très stricts, très nets dans un monde rempli d'incertitudes. Et là, effectivement, on a besoin d'aller vers ces jeunes, de renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté nationale et de les sentir, de traduire en acte la devise républicaine, c'est-à-dire une vraie liberté, une vraie égalité, et ça suppose la lutte contre les discriminations, pour qu'ils ne se sentent pas rejetés et qu'ils ne se replient pas sur des religions dans une conception rigoriste. Et bien sûr, tout cela pour concourir à la fraternité. Alors, vous en avez parlé tous les quatre, et je vous redonnerai la parole, Imam Oubrou, juste après le reportage qu'on va voir, parce que vous avez tous soulevé cette question-là de l'islam de France, pas l'islam en France, mais l'islam de France. Vous le disiez, Nicolas Cadenne, en disant on n'apprend pas aux élèves, aux petits Français, qu'ils soient musulmans ou non, de grands héros, peut-être de l'histoire de France ou de l'histoire d'autres pays, des héros, j'allais dire, emblématiques, qu'ils soient musulmans également ou pas. Et donc, question, est-ce qu'on a aussi failli dans l'organisation de l'islam de France? Il y a eu des tentatives, on se rappelle de Nicolas Sarkozy, justement, qui voulait mieux organisé pour construire un islam de France, pas forcément sous influence des salafistes dont vous parliez tout à l'heure, Malik. On va regarder ce reportage de Jocelyn Azo pour alimenter le débat et vous réagissez tous les quatre après. Intervention de pays étrangers dans l'organisation de l'islam en France ou encore prêcheurs autodidactes. L'État peut-il mieux encadrer la structuration du culte musulman? La question est régulièrement posée dans le débat public. En 2003, Nicolas Sarkozy participe à la création du Conseil français du culte musulman, sans grand bouleversement. En 2016, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui propose un islam de France sans lendemain. Emmanuel Macron, lui, en fait dès 2018 l'un des objectifs de son premier quinquennat. Dès l'automne, nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Pour créer cet islam de France, il fixe alors en 2020 deux priorités. Rendre transparents les financements étrangers pour limiter les ingérences sur les lieux de culte et organiser la formation des imams en France en stoppant l'arrivée sur le territoire d'imams formés à l'étranger. La première influence qu'on a décidé de réduire en concertation avec les pays, c'est l'organisation même de l'islam consulaire. Nous allons nous-mêmes former nos imams et nos psalmodieurs. Les musulmans en France. Mais depuis, la création de nouvelles formations est au point mort, faute notamment de solutions administratives et légales. Là où nous n'arrivons pas à déboucher, parce que l'État n'en a pas la capacité, c'est la formation confessante. Je dirais la formation proprement théologique. La loi de 1905 nous empêche de le faire en tant qu'État, et les autres cultes sont arrivés à le faire par eux-mêmes. En 2022, l'État a lancé une concertation autour des différentes composantes de l'islam pour donner une définition claire de ce que doit être un imam. Mais ce processus a lui aussi échoué. Alors, des processus au point mort, des processus qui ont échoué, je ne fais pas de politique là, mais c'était louable depuis 20 ans que l'État français, des gouvernements successifs de différentes sensibilités veuillent faire un islam de France, encore une fois, et pas simplement un islam en France sous influence extérieure. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je dirais que comme l'islam, de façon générale, n'est pas organisé en clergé, et qu'il n'y a pas de pape en islam, il n'y a pas cette... comment dirais-je ? Il y a d'autres... C'est pas la seule religion comme ça. Je crois que les protestants, je ne suis pas sûr qu'ils aient l'équivalent d'un pape. Tout à fait. Les juifs non plus. Peut-être le grand rabbin de Jérusalem a une influence, mais voilà. Donc l'islam n'est pas la seule religion sans une autorité, entre guillemets, suprême. Mais en tout cas, des tentatives ont été menées. On ne peut pas dire qu'elles ont été forcément couronnées de succès, mais une des choses à faire et qui me paraît tout à fait pertinente, c'est effectivement de former des imams en France et d'arrêter d'amener des imams qui viennent de l'étranger avec dans leur bagage des théologies quand même parfois très rigoristes, puisque enseignées dans les pays musulmans, du Golfe ou d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais indépendamment de ça, j'aimerais juste rebondir sur un point qui a été
qui a été émis lors du sondage, notamment sur l'aspect des sciences. En France, la revue Géo a fait un sondage, alors vous allez me dire que je suis peut-être hors sujet, mais sur la croyance en la Terre plate. En France, près de 10% de nos concitoyens français croient en le fait que la Terre est plate. Aux États-Unis, là, c'est 80% chez les jeunes. Hein, oui, mais aux États-Unis, ce chiffre, à la science. Aux États-Unis, ce chiffre est encore bien plus élevé. Ils s'organisent en lobby, etc. Bon, il y a tous les créationnistes et ceux-là, ils sont pas musulmans, ils sont chrétiens. Oui, mais la Terre est plate, c'est quand même une croyance. Ah oui, c'est encore au-delà. C'est quand même fort de café, si vous me permettez l'expression. Donc, mais on n'est même pas d'ailleurs dans le registre de la religion. Mais cela dit, pour revenir maintenant au sujet que vous venez d'aborder, oui, la création de structures pour encadrer l'islam de France, c'est une bonne chose. Et même si, comme dirais-je, le succès n'est pas immédiat, on n'a pas été forcément au rendez-vous, en tout cas, la formation des imams en France, par la France, ça c'est très bien. Tarek Oubrou, justement, sur cette question d'organiser, de mieux organiser l'islam de France, j'imagine que vous avez peut-être été associé à des réflexions. Qu'en pensez-vous? Pourquoi ça n'a pas beaucoup avancé depuis 20 ans? Le problème, c'est que l'islam aujourd'hui est porté par une anthropologie étrangère, un petit peu ethniquement connotée, maghrébine, turque, subsaharien. Pour l'instant, il y a un islam maghrébin de France, il y a un islam turc de France, il y a un islam subsaharien de France. Il est porté encore par les cultures et les lectures théologiques des pays d'origine. Et donc, c'est un islam qui n'est pas construit à partir de l'humus culturel et civilisationnel occidental. Moi-même, modestement, je travaille sur la théologie d'acculturation, sur un ensemble de matières à introduire dans la formation des imams à partir de l'épistémé occidentale, à partir justement des équations posées par la sécularisation et la modernité à partir de contexte laïque français. C'est ce que j'appelle moi l'épistémologie de la réalité, qui nous permet d'avoir une théorie herméneutique qui nous permet de lire les textes à la lumière de notre contexte. Il y a bien sûr l'herméneutique fondamentale qui consiste à comprendre les textes dans l'univers des textes, mais comprendre les textes ici maintenant demande une autre forme d'épistémologie, de théorie herméneutique. Donc il y a un travail intellectuel qui se fait. Il y a des groupes qui ne sont pas officiels et organisés, qui se constituent. Je pense que le temps de la religion n'est pas forcément le temps politique. Je pense que la sécularisation a son effet sur les musulmans. Et il y a une adaptation de fait, mais doit être accompagnée par une réflexion théologique profonde qui prend en considération des sociétés qui sont devenues désormais des sociétés mondes. On a besoin d'une théologie d'altérité, une éthique d'altérité, une reformulation des normes de la charia à la lumière de notre monde actuel et notamment à la lumière de la laïcité. Tout à l'heure, il était question de l'apport arabo-musulman à la civilisation occidentale. Il y a un livre en 5 volumes de Georges Lagarde qui fait l'archéologie de la laïcité. Il l'a intitulé « La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge ». Et il a réservé tout un volume à l'apport de la pensée arabo-musulmane, Avicenne, Averroès. Donc la laïcité, c'est aussi le produit de la pensée médiévale, philosophique du monde musulman. Donc effectivement, les musulmans ne sont pas des étrangers dans la civilisation occidentale. Il y a l'apport scientifique, il y a l'apport philosophique. Et donc l'islam, il fait partie de l'histoire de l'Occident. Et donc il faut réconcilier ces mémoires, ces histoires, pour permettre à nos jeunes de s'intégrer dans une civilisation à laquelle leurs ancêtres ont contribué d'une manière ou d'une autre. Absolument, et on parlait sur ce plateau, je disais tout à l'heure, je parlais justement des scientifiques musulmans, des astronomes par exemple, qui ont effectivement apporté notamment des lumières au Moyen-Âge. Nicolas Cadenne, sur cette question de l'organisation de l'islam de France, vous qui avez été rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, vous avez entendu notre débat, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps et pourquoi ce chantier est-il visiblement un peu au point mort en ce moment? Peut-être ne l'est-il pas selon vous? Si, il l'est assez largement et je le regrette. Ça vient de loin et la première erreur a sans doute été de
par l'État de s'appuyer essentiellement, et ça a été dit, sur ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire sur les pays dits d'origine, essentiellement le Maroc, l'Algérie et la Turquie, qui peuvent avoir entre eux même des conflits parfois, et qui peuvent avoir des volontés d'ingérence ou d'influence différentes et distinctes. Et là, évidemment, quand on s'appuie sur des structures étrangères, ça pose problème quant à la structuration en France. Il y a nécessité de repartir de la base, de donner les mains libres aux fidèles, aux propres fidèles, et donc il faut, quand on a des contacts et des réunions avec le culte musulman, recevoir tous ceux qui sont intéressés par le culte musulman, qu'ils soient des représentants ou pas de pays dits d'origine. Il faut d'abord même mettre en avant les nouvelles générations qui sont donc nés ici, ou même depuis 2-3 générations françaises, complètement françaises, et qui souhaitent reprendre la main sur l'organisation de leur propre culte. Donc il y a ça, et effectivement là, ça suppose de s'entendre avec aussi ceux qui jusqu'alors ont organisé le culte de manière effectivement assez inégale sur le territoire, à savoir donc les pays dits d'origine. Mais ce n'est pas évident de faire entendre tout le monde et de mettre tout le monde autour d'une table. Et on le voit aussi pour les aumôneries, la gestion des services d'aumônerie qui sont à la charge des cultes, mais payés par l'État pour garantir la liberté de culte dans les lieux fermés. Et c'est une chose à reprendre depuis le début, mais ce n'est pas impossible. Typiquement, vous allez à La Réunion, où la loi de 1905 s'applique, il n'y a pas cette difficulté-là, parce que le culte musulman s'est structuré sans ingérence étrangère, partie de la base des fidèles, sans être non plus sous ingérence et tutelle de l'administration de l'État. Et aujourd'hui, le culte musulman à la Réunion rassemble chiites, sunnites, ahmadis même, soufis, et organise sa théologie avec un institut de théologie qui forme ses propres imams sans avoir besoin d'en importer à l'étranger. Donc cela est possible, mais effectivement il faut un certain courage politique, parce qu'il faut repartir de la base et savoir aussi faire entendre à certains pays étrangers la nécessité de réduire la voilure en la question. Tariq Yildiz, une réaction rapide sur ce sujet. Ouais. J'ai une dernière question pour vous quatre après. Très rapide. Moi, je n'y ai jamais cru et je pense que c'est voué à l'échec pour des raisons assez profondes. Je pense que l'État n'a pas à se mêler de théologie et d'organisation du culte. Je pense que c'est aux fidèles de le faire. Oui, comme Nicolas Cadenne disait, comme sur l'île de la Réunion. Mais j'ai eu l'impression qu'il le regrettait un peu. Mais moi, très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas que l'État se mêle de ça. Je pense que c'est un vieux fantasme napoléonien, parce qu'à l'époque, Napoléon l'avait fait avec les Juifs en les convoquant, en leur faisant signer une sorte de questionnaire, etc. Moi, je pense que l'État doit rester dans son rôle, faire appliquer la loi, et puis c'est tout. Dernière question, j'avais envie que vous réagissiez tous les quatre, réagissez rapidement parce qu'il nous reste 3 minutes, mais c'était mon dernier point, c'est ce que vous avez dit, Imam Oubrou, vous avez parlé de refondation des normes de la charia. Le Coran a été écrit au 7e siècle, les religions évoluent, enfin mettent du temps à évoluer, je dis souvent, même avec un texte comme les évangiles, qui est déjà une version 2.0 de l'Ancien Testament, les chrétiens n'ont pas forcément fait que des belles choses avec. Le Coran, il y a des textes violents, il y a des sourates violentes, d'autant qui appellent à tuer des infidèles, je crois la sourate numéro 9. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'islam fasse, alors je ne vais pas dire son Vatican II, mais un petit peu fasse une version 2.0 moderne, et qu'on fasse une version de l'islam de 2025 et pas de 632, je crois que c'est 632, le début de la rédaction du Coran. Eh ben, alors je vais vous citer, puisque vous avez parlé d'Avicenne, il me semble, tout à l'heure. C'était un de nos invités. D'accord, alors Abou Sina, son nom arabe, Avicenne, au Xe siècle, avait dit, lorsque l'interprétation des textes canoniques, Coran et ce qu'on appelle hadith, parole du prophète, rentre en contradiction avec la raison, il faut revoir cette interprétation à l'aune de la raison. La raison est un guide. Aujourd'hui, les jeunes, TikTok, réseaux sociaux, etc., ont oublié Avicenne. Nous sommes au Xe siècle. 8 siècles plus tard, Voltaire, le déiste, n'aurait pas dit autre chose. Ouais, juste un mot, honnêtement, je ne crois pas à une réécriture de quoi que ce soit. En revanche, je suis profondément convaincu que les textes influencent les hommes, mais l'inverse est vrai.
Évidemment, le texte ne change pas, mais on n'a pas la même lecture, évidemment, des textes, selon notre position socio-économique, selon la situation de la société, selon qu'on soit riche, pauvre, selon si on est en sécurité ou pas en sécurité. Donc, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que notre regard sur le texte doit changer et va changer, et change d'ailleurs. La preuve, il n'y a pas un islam, il y a plusieurs islams. L'islam qui se pratique en Turquie, c'est pas exactement le même que ce qui est en Arabie Saoudite, etc. Donc ça prouve bien qu'avec le même Coran, avec le même texte, on a des pratiques différentes. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup des discours définitifs sur la religion. Je pense qu'on doit moins s'intéresser aux dogmes et plus aux individus. Et Imam Oubrou, justement, vraiment le mot de la fin, refonder les normes de la charia, c'est ce qu'il faut. Voilà, est-ce qu'il faut peut-être expliquer à nos jeunes que l'islam, il est vivant, le Coran, il est vivant aussi, et qui peut s'adapter à notre époque. Peut-être pas avec les mots du 7e siècle. Vous avez parlé tout à l'heure de passages violents dans le Coran. Le Coran, il reflète son contexte. Vous allez trouver dans le Coran la chose sans contraire, puisque c'est un Coran qui a été révélé pendant 23 ans. Il a fait interaction avec un contexte violent. Il n'a pas produit la violence, il a subi la violence parce qu'il est né dans un contexte violent. Donc il y a une portée historique dans le Coran. Il ne faut pas mélanger le principe actif et l'excipient culturel qui permet de la réception, la transmission du message coranique. C'est comme un message. Il y a l'enveloppe et il y a le message à l'intérieur. Tout le travail herméneutique consiste à extraire l'esprit du message pour l'envelopper dans la culture où se trouve le musulman. Et, voilà, et c'est ce que vous nous dites, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, justement, et bien de savoir relire aujourd'hui avec un autre regard des mots écrits dans un certain contexte à une certaine époque. Merci à tous les quatre pour ce débat, c'était passionnant. On aurait pu avoir évidemment une autre heure dessus. Ce sera pour une autre fois. 22h, si vous nous rejoignez sur France Info, on parlait justement de ce sondage de l'IFOP sur les musulmans de France. Et maintenant, c'est le journal à vous, Cécile Bartoli.